Ma femme habitait à 5 rues de chez moi. Et si je l'ai enfin connue, c'est tout simple. C'est qu'un ami à moi, que je ne voyais plus tellement, l'avait rencontré par hasard et ils étaient devenus amis. Je pense que l'ami en question était tombé un peu amoureux, mais je n'en suis pas sûr. Mais ma femme, pas du tout. Il l'agaçait. Et j'avais recommandé à l'ami en question de voir un film qui s'appelait The Sweet Smell of Success, avec Burt Lancaster et Tony Curtis. Et ma femme et l'ami en question avaient trouvé ce film détestable. Et mon ami avait fait une chose qu'on ne fait pas d'habitude dans la vie. Il a dit « Ah, tu veux-tu le voir, cet ami-là? Je vais aller sonner chez lui. » Et moi, j'ai horreur de ça, qu'on vienne sonner chez soi sans s'annoncer. Il vient et il m'a dit « Veux-tu prendre un café? » J'étais en pleine déprime. C'était, je me souviens très bien, le week-end de la fête du travail. Il pleuviotait. C'était donc vers le 3 ou 4 septembre. Et nous allons prendre un café. Et je sens que cette femme qui est devant moi ne m'est pas indifférente. Comme je ne suis pas un parfait salaud, 2 semaines après, j'appelle l'ami. Il me dit « Oh non, c'est terminé entre nous. » Donc, le même soir, j'appelle celle qui allait être ma femme pour lui emprunter un livre. Et des livres, j'en avais des tas, évidemment. Et tout de suite, le déclic s'est fait. Tout de suite, j'ai su que on s'est rencontrés, comme je le dis, en septembre, on va dire le 3 ou le 4. On s'est revus vers le 23 ou 24 septembre. Et dès le 2 novembre, on savait qu'on allait vivre ensemble. Si on n'avait pas été en 1958, si j'avais eu un job, ce qui n'était pas le cas, j'étais licencié, pas licencié, je venais d'obtenir ma licence en lettres à l'Université de Montréal. Je n'avais pas de travail. Ma femme avait un travail dans une compagnie d'assurance, elle gagnait sa vie. On aurait pu vivre ensemble, mais j'étais pas assez sûr de moi pour lui proposer qu'on parte en ménage ensemble, mais on aurait pu le faire. Si j'avais été plus sûr de moi, c'est ce qu'on aurait fait tout de suite. Mais on a décidé plutôt, de façon plus bourgeoise et plus conventionnelle, de nous marier au mois de mai. Donc, on peut dire que c'est une belle histoire. Et ça a l'air cliché, ça, mais c'était vraiment une belle histoire. Ces promenades, vous savez, lors de cet automne, qui me permettait, à moi, l'angoissé, celui qui ne trouvait pas sa place dans la vie, qui voulait écrire, mais n'avait pas écrit. J'avais quelqu'un qui, dès ce moment-là, m'est apparu comme... qui m'a donné l'impression que je me parlais à moi-même en lui parlant. Est-ce qu'elle était un élément déclencheur dans le fait que vous vous mettiez à écrire? Est-ce qu'elle a toujours été derrière vous? Est-ce qu'elle a été une conseillère, une lectrice de vos œuvres? Elle m'a toujours soutenu. Vous savez, dans ces conversations de l'automne 1957, me connaissant, j'ai pas de note de ça, mais me connaissant, j'ai dû lui dire l'une des premières choses, je veux écrire. Oui. C'est parce que je me souviens de la première pièce de théâtre que j'avais vue, c'était une pièce de Molière. Et le lendemain, j'avais commencé une pièce de théâtre. Je sentais que l'écriture pouvait me mettre au monde. Oui. Je n'étais pas à l'aise dans le monde, mais je pensais que par l'écriture, il y a un exemple que je cite tout le temps, je m'entends me répéter, mais tant pis. Lorsqu'en 1900... c'était en quelle année, ça? En 1949,
le libraire tranquille et des gens associés à lui, des gens du mouvement automatiste et tout ça, avaient eu l'idée de fêter le centenaire de naissance de Balzac et que l'Église s'était opposée, l'archevêché s'était opposé. Je m'étais dit, il y a sûrement quelque chose dans la littérature, c'est si important, puisque l'Église s'oppose et que ça fait ça fait une affaire. Oui. Et je m'étais mis à lire Balzac. Et là, la littérature m'était apparue comme une façon de vivre. J'aurais ma vengeance. On n'a jamais sa vengeance, puis la vengeance, c'est pas beau. Mais j'aurais la permission d'être accepté, d'avoir ma place dans le monde par les livres. Qu'est-ce que la littérature vous a vraiment, vraiment apporté? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que vous seriez ce que vous êtes sans avoir lu ou sans avoir écrit? Écoutez, il faut faire attention. Vous dites ce que vous êtes. Je n'ai pas l'impression d'être grand-chose, hein, remarquez. Mais ce que je suis, pour le meilleur et pour le pire, c'est par la littérature que je le suis devenu, et comme par hasard, par la vie, par l'amour, on n'est pas impunément père 2 fois. On n'est pas impunément marié à la même femme pendant 52 ans sans que ce soit ça qui compte aussi et peut-être davantage. Mais cet être qui a été happé, si vous voulez, par ce besoin d'amour, par la vie de couple, c'était quelqu'un qui lisait et qui voulait écrire. Est-ce que votre femme est une grande lectrice? C'était une grande lectrice? Grande lectrice, elle n'a jamais écrit, cependant. Et votre question, à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, elle a toujours été celle qui me soutenait. Vous savez, un écrivain... moi, je fais partie de ce genre d'écrivain qui est détruit par une mauvaise critique écrite par un imbécile et qui n'est pas soutenu par une bonne critique faite par quelqu'un qui... Parce que ces critiques-là, même les favorables, je les lis en diagonale, comme si je craignais qu'il y ait une chose qui allait me faire de la peine. Et quand on est jeune écrivain, rien nous fait de la peine. Quand on vieillit, j'allais dire que la couenne devient plus dure. C'est presque vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est une sorte de vie qui n'est plus la vie. C'est-à-dire c'est presque plus soi-même qui écrit. C'est une sorte de bouteille à la mer. Et une phrase que j'ai toujours aimé citer et qui est pour moi primordiale, et je la connais par cœur, et je vous la cite précisément. Elle est de Stendhal, dans La vie de Henri Brulard. « Je n'écris que pour 100 lecteurs de ces êtres malheureux, aimables. » J'en ai oublié, là. En tout cas, il y a une autre adjectif. « Point hypocrite, point moraux, à qui je voudrais plaire. » Moi, je donne l'impression d'être quelqu'un de modeste. Je pense l'être en partie, mais j'ai cette immense impudence de dire que je veux plaire, mais pas n'importe, puis pas à n'importe qui et pas n'importe comment. J'ai horreur des écrivains vedettes, vous savez, des écrivains qui posent, là, des écrivains qui jouent, soit à l'intellectuel, soit au grand créateur. Je ne me reconnais pas chez ces gens-là. Je pense, moi, qu'un véritable écrivain a peu de véritables lecteurs, de gens qui le lisent pour de bonnes raisons, et des gens... Si vous n'êtes pas lu par les gens qui sont de votre monde intellectuel et sensible, eh bien, vous avez manqué votre coup. Je pense aussi qu'un véritable écrivain, c'est pas un écrivain dont les livres se vendent à 50 000 exemplaires. Ça peut arriver, remarquez, mais c'est pas ça la raison nécessaire. Je pense qu'un véritable écrivain, c'est quelqu'un chez qui on reconnaît une voix, un ton, une façon de dire « je »,
tonalité intime qui n'appartient qu'à lui, son lecteur. Mais dans votre cas, Gilles Archambault, on pourrait enlever le nom Gilles Archambault sur tous vos ouvrages et on vous reconnaîtrait parce que vous avez une plume, vous avez une écriture, vous avez une signature. Ça, c'est un grand hommage que vous me rendez. J'espère que j'en suis digne. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est pas donné à tout écrivain d'écrire Guerre et paix. Hein? Tolstoï a écrit Guerre et paix. Il y a des musiciens qui sont capables de composer des symphonies, d'autres qui font des sonates. Moi, je pense que j'avais pas une voix de ténor, j'avais ce qu'on appelle un filet de voix. Mais ce filet de voix, j'ai essayé de le rendre le plus dénudé possible. J'ai de plus en plus horreur des qualificatifs, des épithètes. C'est-à-dire que ce n'est pas bien écrire que de dire, pour moi, et c'est Stendhal qui m'a guidé là-dedans, c'est pas bien écrire que de dire « je me promenais dans la rue et jaune, éclairée de ces reflets brunâtres pendant... » Il faut bannir le plus possible les épithètes pour arriver à l'essentiel, mais tout en ayant cette petite musique. Je pense aussi que un écrivain n'est pas valable tellement par ce qu'il dit que par la façon avec laquelle il dit. Son filet de voix, encore une fois, qui n'appartient qu'à lui. Denis Laferrière, il y a plusieurs années, avait écrit 10 livres. Ouais. Et là, il avait dit, c'est fini. Bon, il n'a pas tenu promesse, tant mieux pour nous. Mais il les a réécrits. Est-ce que vous avez déjà été tenté ou eu l'idée, une fois dans votre vie, premièrement, de relire votre œuvre, et deuxièmement, d'avoir tendance, un peintre va faire des petites retouches, mais une fois que le tableau est vendu, il ne peut pas le retoucher. Ouais. Vous pouvez republier une œuvre qui a déjà été écrite. Est-ce que vous avez déjà été tenté que de reprendre un ou quelques-uns de vos volumes? J'ai été parfois tenté de le faire, et je l'ai fait dans le cas d'un roman qui s'appelle La fleur aux dents. Dans la première version de La fleur aux dents, il y avait... le personnage, qui était un technicien de radio, avait tendance à employer des jurons. Et j'avais essayé, dans ce roman-là, de calquer le langage parlé. Et il y a eu 3 ou 4 rééditions de ce livre, et chaque fois, j'ai enlevé des choses. Pour le reste, non que je pense que c'est définitif, pas du tout. Mais... comment vous répondre? Je suis ce type d'écrivain qui, en réalité, refait toujours le même livre. Donc, plutôt que de me pencher sur un livre déjà écrit, j'en écris un autre qui ressemble à celui-là, parce que j'essaie d'écrire au plus proche de moi. Mais là, je fais exception. Pour les récits, c'est moi tout à fait. Hein, il n'y a rien d'inventé, mais dans les nouvelles et dans les romans, les personnages finissent toujours par me ressembler. Il n'y a jamais, dans mes romans, de gens qui seraient d'une violence totale. Il n'y a jamais de violeurs, il n'y a jamais de meurtriers, parce que je suis incapable. Ce sont toujours des gens... il y a toujours, dans mes romans, de toute manière, un personnage principal qui est en quelque sorte mon porte-parole, mais il y a une partie de moi dans chacun des autres personnages aussi. Plutôt que d'écrire des journaux intimes, je fais des romans. Oui. Vous les lisez, les journaux, par contre, parce que si on vous lit dans Le Devoir, on sait que vous aimez les journaux. Alors, j'adore les carnets intimes, j'adore les journaux, j'adore les correspondances, pas de n'importe qui, hein, évidemment, d'auteurs qui me sont proches, d'auteurs chez qui je trouve des failles. C'est Kafka qui dit quelque part... on n'écrit pas si on n'a pas une faille quelque part dans son fond. Il faut être blessé quelque part, sinon l'écriture devient une sorte de divertissement.
je sais que les gens ont tout à fait raison de lire pour se divertir, et des écrivains qui écrivent des œuvres de divertissement ont parfaitement raison d'en écrire, mais pour moi, la véritable littérature doit être plus conséquente, doit faire mal et à celui qui lit et à celui qui l'écrit. La raison première pour laquelle vous lisez, là vous venez de nous dire ça, mais il y a des gens qui veulent apprendre. Il y a d'autres gens qui veulent se divertir. Il y a d'autres gens, bon, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que vous, c'est comme le style qui prime avant tout? Est-ce que ça va être le contenu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir vous chercher en premier? Bon, vous venez de dire deux choses, là. On peut lire pour apprendre. Bon, si, par exemple, vous voulez savoir ce qui s'est passé au Québec ou en France au 19e siècle, là, vous lisez pour apprendre. Vous pouvez souhaiter vous divertir en lisant une histoire à l'eau de rose qui vous plaît. Vous avez parfaitement le droit. Vous avez parfaitement le droit également de lire un suspense, un thriller. Ça vous intéresse, c'est parfait. Mais moi, je dis, et j'essaye de faire, j'ai cette prétention assez épouvantable d'essayer d'écrire des œuvres qui dérangent, et qui, non pas déranger pour déranger, mais qui aussi, si elles sont réussies, et je n'en sais rien, qui peuvent apprendre, ou non, apprendre, non, qui peuvent indiquer le côté essentiel des relations humaines, de l'amour, de la vie à deux. Mais encore une fois, je n'écris pas un courrier du cœur, je ne suis pas Jeannette Bertrand, là. Je n'ai pas de conseils à donner aux gens sur la façon de mener leur vie. J'ai bien assez de cette conscience que j'ai parfois d'avoir raté la mienne et de me débrouiller comme je peux. Et je n'ai de conseils à donner à personne. Mais là, il faut que je vous reprenne tout de suite, là, parce que rater votre vie, le mot est choisi. Vous avez vraiment l'impression d'avoir raté votre vie? Quel est ce peintre qui a dit que toute vie est ratée? Toute vie est ratée par rapport aux espérances qu'on a fini par avoir, par rapport aux ambitions qu'on avait. Je ne parle pas des ambitions de carrière, des ambitions d'argent. Je veux dire, cette vision de la beauté que l'on a eue, c'est la vision de l'œuvre à faire. Et si on est le moindrement réaliste, on se rend compte qu'on a manqué son coup, qu'on a réussi en partie. Et vous êtes donc un pessimiste réaliste? Elle était facile, elle était facile. Oui. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie de tout cœur Gilles Archambault. Merci beaucoup.